Bienvenue sur le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je suis également patient expert et RU, représentante des usagers. Après 10 ans de service dévoué dans une association en lien avec le diabète, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures. En créant ce podcast, je veux continuer à accompagner les patients diabétiques et à partager mon expérience. En outre, en utilisant mon expertise, je veux t'aider à comprendre que plus tu apprends sur le diabète, mieux tu arrives à le gérer efficacement et à améliorer ta qualité de vie avec cette maladie chronique. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète, mais aussi à toi qui soutient et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Je suis ravie d'accueillir Benoît Ohelt, diabétique de type 1, sportif confirmé. Nous allons aborder ensemble un sujet fort intéressant, diabète et activité physique. Bonjour Benoît. Eh bien, bonjour Nathalie. Écoute, ça me fait plaisir de discuter avec toi. Alors Benoît, peux-tu te présenter ? Eh ben, je m'appelle Benoît Ohelt, comme tu l'as si bien dit. J'ai 42 ans. J'habite actuellement entre Toulouse et Aix-les-Bains. Donc Toulouse qui était mon ancien lieu de vie il y a quelques mois. J'ai pas mal bougé ces derniers mois et je m'installe sur Aix-les-Bains, donc au pied des Alpes, à partir de lundi prochain. Pour ceux qui ne savent pas, comme moi, peux-tu nous dire où est Aix-les-Bains ? Donc Aix-les-Bains, c'est au pied des Alpes, c'est à l'est de Lyon. D'accord. Entre Grenoble et Annecy, donc juste à côté de Chambéry. Ah ok. Dans la région de Chambéry, Albertville, il y a un grand lac, des montagnes à côté. C'est un endroit sympa. Ouais, ça doit être magnifique. Ouais. Et tu fais quoi dans la vie ? Eh ben, moi, j'ai quitté mon job il y a 4 ans. J'étais directeur supply chain pour un grand groupe industriel dans le milieu aéronautique. On m'a proposé un poste de direction Europe à Paris que j'ai refusé parce que je ne me voyais pas partir dans la capitale. J'habitais à Toulouse à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de créer une petite start-up dans le milieu de la randonnée et du trail que j'ai fait fonctionner pendant 2 ans. J'avais quelques contrats avec la Fédération française de randonnée et des courses comme le marathon de La Rochelle, par exemple, en France. Et en parallèle, là, du coup, je me suis remis dans le milieu industriel en faisant du conseil en stratégie industrielle pour des grosses PME. Donc, j'aide principalement des patrons d'entreprise à réorganiser la partie industrielle et à recruter potentiellement leur cadre pour la gestion de production, la supply chain, ce type d'activité. Ok, tout un programme, quoi. Voilà. Ok, super. Alors, parle-nous de ton diabète. Eh ben, je suis diabétique depuis un peu plus de 2 ans. Donc, c'était pour fêter mes 40 ans. D'accord. Donc, je suis rentré à l'hôpital c'était en décembre 2021, donc quelques jours après mes 40 ans, avec des symptômes qu'on connaît, je pense, un peu tous en tant que diabétique. J'avais très soif, j'allais beaucoup aux toilettes. J'ai fait traîner le sujet pendant pas mal de semaines. Et un jour, après 5 nuits d'insomnie totale, j'ai quand même décidé de prendre rendez-vous chez un médecin pour faire des analyses. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais le diabète de type 1. Ok, on t'a dit pourquoi. Enfin, c'est sûr qu'à 40 ans, c'est pas très. Enfin, à 40 ans, c'est pas rare, mais oui, on va dire. Ouais, alors je sais pas trop. Moi, tu sais, quand on m'a annoncé ça, je pense que il y a plein d'hypothèses. Hein. Il y avait le Covid à l'époque, il y avait des histoires de vaccination, puis j'avais quand même eu une vie les années précédentes où j'avais modifié pas mal de choses. J'avais quitté mon boulot, j'avais monté une société. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, peut-être un stress post-traumatique. Et au final, en fait, moi je cherche pas forcément les raisons de ce qui m'arrive, surtout quand c'est irréversible. Donc j'ai pas trop creusé le sujet. La seule chose que je me suis dit, c'est que maintenant je l'avais, qu'il fallait que je vive avec. Donc j'aurais pu passer des mois à chercher des hypothèses et de toute façon je pense que j'aurais pu trouver plein d'hypothèses différentes.
et que je préférais utiliser mon temps à la reconstruction d'une vie avec le diabète qu'à l'analyse des raisons pour lesquelles j'étais devenu diabétique. Ok. Et au niveau de la gestion, comment tu as fait? Comment ça s'est passé? Au début, alors moi je suis très scientifique. J'ai pas envie de te dire que le diabète a été une bonne nouvelle, mais c'est vrai que quand on m'a annoncé le diabète de type 1, en fait j'ai compris 3 choses. 1, que c'était irréversible, donc du coup de toute façon j'allais vivre avec. 2, que j'étais pas spécifiquement le fautif. C'est une maladie auto-immune qui arrive comme ça, donc je n'étais pas le responsable de ma maladie. Donc quelque part c'est rassurant aussi parce que du coup t'as pas ce sentiment de culpabilité. Et ensuite on m'a expliqué que le sport pouvait être un très bon médicament ou un très bon allié à la gestion du diabète. Donc ça aussi ça me rassurait. Donc ces 3 choses en fait finalement m'ont permis d'accepter, je sais pas si on peut dire accepter, mais disons de t'accommoder. De m'accommoder sur le fait qu'il fallait que je me prenne en main et que l'activité physique serait mon allié à ce moment-là. Donc dès que je suis sorti de l'hôpital, on m'a expliqué un peu le système de dosage, etc., que j'ai compris assez rapidement. Enfin, à l'hôpital, le personnel médical m'a dit que j'apprenais vite. Après, j'ai toujours été assez scientifique et je comprends relativement bien le fonctionnement du corps. Je sais pas si ça m'a aidé. Et puis en fait, dès le lendemain de mon retour chez moi, j'étais home trainer à faire du vélo avec un stock de bananes sur la table à côté. Et puis, je commençais à essayer de voir de quelle façon, en faisant de l'activité physique, ma glycémie allait évoluer. Donc j'ai beaucoup expérimenté. La chance que j'avais à ce moment-là, c'était que du coup, travaillant à mon compte, j'avais pas non plus de contraintes. Donc c'est toujours plus simple en fait quand t'as pas de contraintes de faire des expérimentations sur toi-même. Parce que t'as le temps, t'as la possibilité de te faire à manger, donc du coup dans un premier temps, limiter certains aliments. T'as pas forcément de stress parce que t'as pas de réunion, t'as pas de travail, t'as pas de rythme imposé. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps, je pense les 3 premiers mois, à expérimenter dans mon coin les différents protocoles me permettant de vivre avec le diabète. Je te dis pas que ça a été facile tous les jours. Hein. J'ai eu des journées assis dans mon canapé, alterner entre hyper, à surcharger en sucre, surcharger en insuline et avoir des variations énormes qui à un moment donné te donnent l'impression de ne plus rien comprendre. Mais voilà, comme je te dis, je pense que la chance que j'avais à ce moment-là, c'était de pas avoir de contraintes professionnelles. Ouais. Et finalement de pouvoir accepter de perdre une journée ou voire 2 journées à faire le yo-yo sur ma glycémie et essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, quoi. Et est-ce que tu as fait l'insulinothérapie fonctionnelle? Alors moi j'ai pas fait grand chose. Tu vois, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis diabétique. J'ai vu 2 fois mon diabétologue. Donc j'ai pas eu énormément de formation sur tout ça. J'ai beaucoup expérimenté dans mon coin. Donc j'ai pas fait l'insulinothérapie fonctionnelle, non. Donc du coup, l'insulinothérapie, tu te l'es fait tout seul en bidouillant, si je puis me permettre. C'est ça. En fait, à l'hôpital, on m'a dit que il fallait que je mette 8 unités d'insuline rapide à chaque repas et 16 unités d'insuline lente le soir par rapport à un niveau standard qui était mon alimentation à peu près standard à ce moment-là. Et 4 jours après, voilà. Donc j'ai été hospitalisé pendant 4 jours et en rentrant chez moi, j'ai appliqué ce protocole et j'ai vu que j'avais des variations de glycémie. Donc intellectuellement, moi je suis plutôt assez perfectionniste sur tout ce qui touche à la science. Et voyant ces variations, du coup, j'ai fait mes propres ajustements assez rapidement. Donc, au lieu d'être à 8, parfois j'étais à 6, parfois j'étais à 12. Et puis, j'ai compris en lisant 2-3 articles sur Internet que c'était associé à un volume de glucides que je pouvais manger. Et donc, j'ai mis en place mon propre protocole personnel et mes propres ajustements en fonction de mes observations. D'autant plus que je faisais du sport à ce moment-là, donc je me rendais compte qu'en faisant du sport aussi, ça me permettait de limiter la prise d'insuline à certaines périodes de la journée. Donc tout ça, je l'ai construit dans mon coin, sans forcément avoir et ça fonctionne un support particulier. Et ça a fonctionné du tonnerre parce que donc j'étais hospitalisé en décembre. J'ai revu mon diabétologue au mois de mars, 4 mois après. Et j'étais à ce moment-là, il a été surpris parce que j'avais une hémoglobine glyquée à 5,2%. Donc 4 mois après mon admission à l'hôpital. Donc là, mon diabétologue m'a dit que j'avais compris le fonctionnement de l'insulinothérapie. Je pense que le fait que je
j'ai réussi à avoir ce résultat parce que j'étais assez strict sur mon mode de vie, peut-être un peu trop. Donc je m'imposais quand même des contraintes qui étaient assez importantes. Et en fait, en ayant ce résultat et en discutant avec mon diabétologue, ça m'a permis aussi de comprendre que je pouvais lâcher un peu plus de lest sur mon mode de vie et m'accorder un peu plus de liberté dans ma façon de m'alimenter et de vivre mon diabète. Ce qui fait que là aujourd'hui, je suis environ à 5,4 d'hémoglobine glyquée. Par contre, aujourd'hui, je fais plus du tout attention. Vu le sport que je fais, j'ai plus besoin de surveiller ma glycémie dans la journée. Je sais qu'elle est relative. Je sais à peu près en fait de tête où j'en suis. Ouais, super. Et j'ai rarement de grosses surprises sur l'évolution de ma glycémie. Après, voilà, je fais 15 à 20 heures de sport par semaine. Et j'ai réduit énormément. C'est vraiment le secret, l'activité physique. Je pense que c'est le secret, parce que, enfin, le secret. Je pense que ça fait partie des choses. Le secret que tout le monde connaît. C'est le secret dans le sens où je pense qu'il y a plein de secrets. C'est-à-dire que finalement, en fonction de ton alimentation, je pense que tu peux ne pas faire d'activité physique et avoir une alimentation saine qui te permet de réguler ta glycémie. Après, voilà, quand tu fais 15 à 20 heures de sport par semaine, tu peux t'autoriser 2 McDo par semaine si tu veux. Enfin, tu peux t'autoriser des excès un peu plus importants. Juste après l'activité physique, puisque ton corps, en fait, consomme ce que tu es en train d'assimiler. C'est ça. Donc, du coup, t'as un plus grand degré de liberté, je pense, quand tu fais de l'activité physique sur ton alimentation, que tu ne peux l'avoir quand tu fais un peu moins d'activité physique. Donc, je pense qu'on peut gérer quelle que soit la situation. Par contre, le sport t'offre de la liberté dans ta gestion. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, il est bien de faire de l'activité physique en fonction de ce qu'on mange. Hein. Si on mange beaucoup, on en fait beaucoup. Si on mange plus, un peu, et on en fait alors moi je le vois différent. Moi je le vois plutôt à l'inverse. Moi je vois plutôt le côté je fais du sport et j'adapte mon alimentation en fonction du sport que je fais. Je cherche pas à faire du sport pour compenser quelque chose. Moi j'aime le sport. Donc je fais du sport. Par contre, l'alimentation, c'est mon énergie, c'est mon moteur. En fait, c'est ce qui vient alimenter ma pratique sportive. Oui. Donc j'ai peut-être aussi développé, ce qui n'était pas le cas avant, mais grâce au diabète et au sport, aujourd'hui, je perçois plus l'alimentation comme étant de l'énergie, tu vois. Donc j'ai vraiment compris le fonctionnement des calories, des micronutriments, des glucides, des lipides. Des protéines, etc. Donc d'équilibrer un petit peu tout ça, ce que je comprenais déjà un petit peu avant, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, j'assimile plutôt l'alimentation comme étant un moyen d'avoir de l'énergie pour pouvoir vivre. Donc peut-être que je recherche moins le plaisir, c'est-à-dire que j'ai quand même coupé pas mal de choses, que je m'autorise de temps en temps, et par contre en fonction de l'activité sportive. Par contre, j'ai pas de frustration, tu vois. Avant, pendant les premiers mois de ma vie diabétique, j'avais des frustrations alimentaires. J'ai changé mon hygiène alimentaire et aujourd'hui, si tu veux, ces frustrations n'existent plus parce que j'ai changé mon mode de vie en fait. Donc en changeant mon mode de vie, j'ai changé mes habitudes et mes anciennes habitudes qui auparavant étaient compliquées à modifier. Tu vois, j'étais un fan de fromage. Je mangeais beaucoup de fromage avec du pain plusieurs fois dans la journée. Donc au début, quand je me suis dit que c'était pas forcément très bon pour la gestion de mon diabète, puisque je mangeais beaucoup de glucides et donc du coup je mettais beaucoup d'insuline. À chaque fois que j'avais envie de manger du fromage, je faisais 10 pompes. Et donc du coup, j'essayais de transférer une habitude en faisant autre chose. C'est peut-être une forme de punition, tu vois. Mais voilà, j'ai essayé de trouver toujours des clés pour essayer de modifier un peu mes habitudes alimentaires. C'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde. Hein. Moi, c'était ma décision personnelle. Et aujourd'hui, j'ai plus de frustration. En fait, t'as 6 mois qui sont difficiles quand tu changes une habitude. Et au bout de ces 6 mois de changement d'habitude qui sont parfois frustrantes et difficiles, tu rentres dans d'autres habitudes finalement qui te font oublier la frustration précédente. Mais le sport, tu en fais depuis longtemps. Enfin, ça veut dire c'est pas le diabète qui t'a mis au sport. Tu étais déjà sportif. Alors, j'ai toujours été sportif, pas autant qu'aujourd'hui. J'ai toujours aimé le sport, mais j'aimais beaucoup. J'avais moins de temps aussi pour en faire, et puis tu vois, je sortais peut-être plus auparavant, donc je buvais plus de coups avec les copains et j'étais souvent dehors le soir. Donc en modifiant un peu mon rythme de vie aussi, je me suis octroyé plus de temps pour faire du sport. Donc aujourd'hui, je pense que je fais beaucoup. Je fais 2 fois plus à 3 fois plus de sport aujourd'hui que j'en faisais auparavant.
Parce que j'ai transformé ma vie, en fait, tout simplement, et j'ai changé mes habitudes. Et le sport, en fait, beaucoup de choses que je voulais modifier, beaucoup d'habitudes que je voulais modifier, je les ai remplacées par la pratique sportive. Donc, parce que t'as toujours du mal à remplacer des habitudes si tu trouves pas autre chose. Et donc, moi, chaque habitude que je voulais modifier, qui impactait ma glycémie, en fait, je l'ai remplacée par 1 heure de sport supplémentaire, 2 heures de sport supplémentaire. Et comme j'avais le temps en plus de faire tout ce sport, j'en ai profité. Et du coup, tu fais quoi comme sport? Alors, je fais beaucoup de choses. Je fais de la course à pied. Je fais pas mal de ski l'hiver. L'été, je fais du kitesurf et du wing foil. Le wing foil, c'est de la planche à voile, sans le mât de la voile. C'est une voile que tu tiens dans la main, bordel. Et ensuite, t'as une planche avec un foil. Donc, en fait, ça te permet de voler au-dessus de l'eau. Oui, ça y est, je vois. Et voilà, je fais un peu de vélo, je fais de la randonnée. J'aime bien toucher un peu à tout. Donc ça, par exemple, donne-nous un emploi du temps, par exemple, sur une semaine, puisque tu en fais vachement du sport. Comment tu t'organises? Comment tu te motives? Est-ce que c'est toujours par rapport à une envie de faire du sport, ou est-ce que, oui, tout à l'heure tu nous disais, c'est aussi pour le diabète, évidemment. Donc voilà, comment tu pratiques. Alors aujourd'hui, c'est plus tant que ça pour le diabète. En fait, aujourd'hui, si tu veux, la dernière fois, je me posais la question et je me demandais si j'avais plus le diabète aujourd'hui, est-ce que je modifierais mon mode de vie? Et en fait, la réponse, elle est non. Parce que le mode de vie que j'ai aujourd'hui me convient bien. Je fais beaucoup de sport, je fais attention à mon alimentation et à mon hygiène de vie, et j'essaye de, favoriser mon sommeil. Et en fait, ça m'a apporté plein de choses à côté, hein. Je suis un peu plus créatif, j'ai peut-être plus de temps pour lire, je me sens plus en forme, plus motivé pour pas mal de choses. Donc aujourd'hui, je suis content de ce rythme-là. Donc c'est plus pour le diabète que je fais ça. Et après, pour le sport, le sport, j'essaye d'en faire entre 1 à 3 heures par jour. Ok. Comme je travaille à mon compte et que j'ai pas mal de temps, je m'adapte pas mal en fonction de la météo. Donc quand je sens qu'il y a une belle journée et qu'il fait beau le matin, je vais faire 3 heures. Et puis quand je sens qu'il y a une journée un peu plus pluvieuse, je vais peut-être en faire 1 heure et je vais essayer de cibler le entre deux averses. Donc voilà, j'organise en fait au quotidien en fonction des conditions météo et de ma motivation. Si j'ai mal dormi, je ferai un peu moins de sport. Si j'ai bien dormi, je ferai un peu plus de sport. Donc j'ai la chance de pouvoir m'adapter assez facilement à tout ça. Et du coup, ta motivation, tu l'as toujours eue, ou elle est venue au fil du temps, ou il a fallu quand même que tu travailles la motivation? Je l'ai beaucoup travaillé au début. Je pense qu'au début, si tu veux, mon objectif, après avoir eu le diabète, donc moi j'avais déjà couru des marathons. Le marathon que j'avais couru, qui était le plus rapide avant le diabète, c'était environ 2h30, en 3h30. Et je m'étais fixé l'objectif après le diabète. Donc j'ai mis 6 mois quand même à retrouver un rythme sportif après le diabète. Et au bout de ces 6 mois, je me suis dit, tiens, dans 6 mois, il faut que je trouve un moyen pour courir un marathon en moins de 3 heures. Parce qu'il me fallait un objectif, en fait. Tu vois, j'étais en train de modifier quand même pas mal de choses dans ma vie. Donc il me fallait un but. J'étais à la recherche d'un but. Je pense que j'avais une certaine forme de frustration ou de colère, tu vois, aussi à effacer ou à mettre de côté. Le sport, en fait, est venu en compensation de cette frustration et de cette colère, je pense. Parce que bon, malgré tout, même si c'est irréversible, par moment, on en a un petit peu marre, tu vois, de s'autogérer au quotidien et de devoir se réguler. Je suis pas dans la comparaison avec les autres, moi, donc j'ai pas forcément de sentiment de pas être normal ou d'être normal et tout ça. Par contre, je sentais que voilà, il fallait que j'ai un but, parce que il fallait que je donne en fait un sens à tout ça. Et le sens, je l'ai trouvé dans cet objectif de courir un marathon en moins de 3 heures. Donc à partir du moment où j'avais ce but, en fait, j'ai trouvé la motivation, parce qu'en fait c'était quelque chose qui venait canaliser en fait ma frustration de devoir m'autogérer au quotidien. Finalement, j'ai pas couru en 3 heures, j'ai couru en 3h11, mais j'étais très content parce que du coup, je courais un marathon plus rapidement qu'avant le diabète, ce qui m'a quand même permis de me démontrer à moi-même, m'auto-prouver que je pouvais être meilleur sportivement après qu'avant. Une chose que je t'ai pas demandé, c'est quel est ton traitement? Est-ce que tu es sous pompe ou avec des stylos? Donc moi, je suis au stylo.
D'accord. Et ça te convient, je veux dire, par rapport à ta pratique sportive. Et tu as un capteur? J'ai un capteur sur le bras, un Freestyle 2. Et après, je suis sous stylo. Et ça me convient. Disons que je connais que ça, donc oui, je le gère. Je sais pas si ce serait mieux ou pas sous pompe, parce que j'ai jamais essayé. Mais aujourd'hui, je vis pas le stylo comme étant une contrainte particulière. Donc, comme étant une contrainte. Bien sûr que c'est une contrainte, ça demande pas mal de logistique, mais c'est devenu une habitude en fait aujourd'hui. Donc oui, voilà, il y a pas de stylo ou pompe. En fait, c'est pas un choix. Enfin, t'es au stylo depuis le début, donc tu t'es pas posé la question plus que ça, quoi. Non, je me suis posé la question quelques fois, et en fait, si tu veux, je trouve que l'intérêt du stylo, c'est qu'en fait, à chaque fois que je me pique, c'est un petit peu aussi une piqûre de rappel. C'est la piqûre de rappel du fais attention à ton hygiène de vie, fais gaffe, voilà, tu te piques. Donc t'as quand même ce geste-là, c'est un symbole en fait. Donc je pense que ce symbole en fait quelque part, il me motive aussi à essayer de conserver un peu une hygiène qui est relativement saine. Et comme je te le dis, elle me fait, moi j'aime bien cette hygiène de vie actuelle, hein, et cette piqûre, c'est la piqûre de rappel. Hein, c'est la piqûre de rappel du fais attention à ta santé, c'est important. Ouais, je comprends. Et même si c'est pas ta santé qui est la cause de ton diabète, c'est quand même important de faire attention à ta santé et essaye de faire les choses correctement dans ta journée, tu vois. Mmh. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en m'enseignant pas mal, j'ai vu pas mal de sportifs de haut niveau, principalement dans le trail, qui étaient sous stylo. Donc je me suis dit, si les sportifs qui sont bons dans le trail sont sous stylo, il y a peut-être une raison qui est associée à ça. J'ai pas trop essayé de creuser les raisons, mais tu vois, sur un trail de 20-25 heures, potentiellement, tu peux arracher ta pompe, tu peux avoir des problèmes de fonctionnement, etc. Un stylo tombe rarement en panne et s'arrache rarement. Il est dans une poche, dans ton short. Ouais. Et à part des variations de chaleur, t'as pas trop de risques. Et je pense que ça fait partie aussi sur toi en fait, si t'as une pompe sur un trail de 20 heures, tu vas être obligé d'avoir ton stylo sur toi. Parce que du coup, si ta pompe tombe en panne ou elle s'arrache, t'as besoin d'avoir un moyen de compenser. Ouais, donc moi, finalement, d'avoir le stylo, je l'ai, quoi. Et puis, si j'en ai besoin, j'utilise. C'était surtout pour la basale, en fait. Pour la lentus, pour la lente. Ouais, alors après, moi, ce que je vois, l'intérêt du stylo, c'est que du coup, t'as deux produits différents. Et moi, si tu veux, la base, donc la lentus que je mets, la veille, quand je fais beaucoup de sport, en fait, elle me suffit. J'ai plus besoin de mettre d'insuline rapide le lendemain. Toi, quand je fais des journées à 4 heures de sport par jour, en fait, j'ai plus qu'à réguler ma basale. Et en fait, je sais à peu près comment l'activer. Tu vois, par exemple, quand j'ai une course, si j'ai mis de la basale la veille, que je prends pas de rapide, si je mets de la lentus. Donc, si j'ai mis de la lentus la veille et que je prends pas d'insuline rapide au petit déjeuner, je sais que si je vais courir 2 kilomètres à un rythme très cool avant la course, ça va réactiver un peu l'insuline lente. Et ça va me permettre de m'alimenter pendant l'effort physique. En fait, j'ai pas très peur de l'hypoglycémie parce que j'ai l'impression qu'une hypoglycémie, c'est plus facile à rattraper en mangeant du sucre qu'une hyperglycémie, où finalement, si tu es en hyper pendant une course, il faut que tu t'injectes de l'insuline et le temps de réaction de l'insuline, tu vas beaucoup moins la maîtriser que l'absorption de sucre. Donc finalement, je vais plutôt préférer être assez bas quand je cours. Donc moi, je suis très bas quand je cours et que je fais mes courses. Parce qu'en fait, je vais favoriser l'absorption de sucre, essayer de manger le plus possible. Oui. Parce que quand tu fais des efforts longs, en fait, le problème, c'est que si tu manges pas suffisamment, à un moment donné, t'as ce qu'on appelle le mur, où t'as des problématiques de gestion d'énergie. Et donc, moi, je suis plutôt dans une gestion où je vais essayer de surm'alimenter pour pouvoir avoir de l'énergie en permanence. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi l'utilisation d'insuline lente, que tu n'as pas quand tu es sous pompe, puisque finalement, tu n'as que le même produit qui va être injecté d'une façon différente. Alors, je l'ai pas essayé, c'est mon ressenti, c'est pas une vérité scientifique, mais c'est comme ça aujourd'hui que je le perçois et ça me va. Oui, c'est l'essentiel, hein. C'est que ça soit bien pour toi, en fait, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de psychologique là-dedans, c'est-à-dire que si tu sens que quelque chose te convient, il faut rester dans ce qui te convient. Parce que le psychologique peut aussi te permettre de mieux gérer les choses. Tout à fait. Et il y a aussi le fait que je trouve je suis peut-être pas encore suffisamment prêt à
à exposer une pompe qui est un peu plus grosse que mon capteur sur mon corps. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi une petite barrière psychologique à l'entrée de l'intégration d'un dispositif médical supplémentaire sur ma peau. Mais en fait, c'est vrai que les sportifs de haut niveau, quoi, ils ont pas de pompe en fait. Hein. Enfin, là de mémoire, j'arrive pas à les voir avec une pompe. En fait, je les vois à chaque fois avec un stylo. Donc, c'est que ça doit y avoir une, voilà quoi. J'ai pas la raison principale. Alors, je sais que sur trail, j'avais discuté avec Andrew Simon, qui est un ultra trailer, qui est très connu dans le monde parce qu'il a gagné la Saint-Élion, par exemple. Il a gagné pas mal de grandes courses. Donc, la Saint-Élion, c'est une course très connue en France. Et en discutant avec lui, ce qu'il m'avait dit, c'est que lui, il avait peur de l'arrachement. Donc, finalement, parce qu'en fait, quand tu fais du trail, tu cours au milieu des arbres, des buissons, de la roche, etc. Donc, il préférait être sous stylo. Et puis, parce qu'en plus, pour les mêmes raisons, lui, en fait, il régulait sa lentus avec 2 injections par jour. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait 2 injections par jour, une le matin et une en cours d'après-midi, où, en fait, il divise par 2 ses unités d'insuline lente. Et c'est comme ça qu'il régule, en fait, son effort à venir. D'accord. Et au niveau du sport, enfin, de la pratique, quand tu cours, est-ce que ça te fait monter la glycémie ou plutôt descendre? Parce que bon, moi je sais, enfin, si je prends ma petite échelle, moi ça dépend ce que je fais et des fois j'ai la glycémie qui descend, et si je fais par exemple des efforts, par exemple beaucoup de cardio, j'ai l'insuline qui remonte. Donc est-ce que toi, ça te fait pareil? Ouais, alors ça dépend beaucoup de l'intensité. C'est ça. Donc moi je cours beaucoup au cardio, donc j'ai ma montre avec ma ceinture cardiaque, et effectivement quand tu es dans un rythme d'endurance, donc cardio bas, ça va tendance à faire descendre la glycémie, et quand tu es dans un rythme cardio haut, ça va faire monter la glycémie, parce qu'en fait tu as une génération de cortisol et d'adrénaline qui en fait produisent injectent des glucides supplémentaires. Ils sont hyper glycémisantes. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, si t'es vraiment sur des courses très rapides, tu vas avoir tendance à avoir une montée d'insuline, montée de glycémie au début. Si tu es sur de l'endurance, ça va baisser. D'accord, ok. Bon, c'est... Alors, encore une fois, ce que je dis, c'est pas des vérités, c'est des observations personnelles. Peut-être que pour certains, c'est différent, mais... Oui, mais moi, ça me fait pareil, hein. C'est, Ouais, mais je pense que ça fait pareil pour beaucoup de monde, mais j'ai vu aussi des gens pour qui c'était différent, donc je pense que ça, en fait, ce que je note, moi, est unique, hein. Un diabétique n'est pas le même que son voisin. Exactement. Et puis, tu te rends compte aussi que ton métabolisme joue beaucoup. Tu vois, moi, j'ai un métabolisme de personne qui est endurant parce que je fais beaucoup de courses longues. Et donc, du coup, j'ai un métabolisme qui est assez optimisé aussi pour la consommation des graisses. Donc, j'ai un besoin en sucre qui va être moins important que certaines personnes parce que j'ai un processus lipidique qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, dis-nous si tu as des nouveaux challenges qui arrivent, des projets au niveau sportif, parce qu'on te voit sur les réseaux sociaux avec ton compte Instagram DT1 Runner, c'est ça? DT1 Runner, oui. Et du coup, moi je te suis sur Instagram, et alors qu'est-ce que tu as comme projet? J'ai pas mal de courses encore cette année. Je vais pas faire l'inventaire de toutes les courses, mais on va dire que les 2 plus principaux objectifs, ça va être le marathon de Paris là au mois d'avril. Donc toujours avec l'objectif de le courir en 3 heures, puisque le premier marathon j'avais couru en 3h11, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis j'ai refait un marathon 6 mois après que j'ai couru en 3h07. Donc là, j'espère bien que cette année, j'ai réussi à franchir la barre des 3 heures. Et après, l'objectif, ce serait l'inscription. Alors, on tourne ce podcast, c'est demain pour la course du Bonbon, qui est une course dans la Diagonale des Fous à La Réunion, là. Donc, c'est une course de 100 km qui aura lieu au mois d'octobre. Et l'idée, ce serait d'essayer d'aller faire un bon classement à cette course. Donc, je vais m'entraîner principalement pour le marathon de Paris et pour cette course-là. À La Réunion, sachant que ouais, c'est ça, c'est à La Réunion au mois d'octobre. Ok. Et après, cet été, j'ai des courses en gros, moi, je fais pas mal de courses on va dire entre 60 et 80 km.
C'est la distance que j'aime bien parce que j'aime bien quand c'est long et ça permet d'avoir une gestion un peu plus complexe. J'aime quand c'est compliqué. Justement, je parlais d'Instagram et est-ce que tu peux nous dire de nous en parler quoi de ce compte et de la communauté? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'a aidé? Et puis de ce que tu veux mettre en place par rapport à des randonnées. J'ai vu passer une demande là, savoir si tu veux organiser des choses, si tu veux nous en parler. Ouais, alors le compte Insta m'a beaucoup aidé. En fait, je l'ai créé pour ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu le diabète, je cherchais pas mal de contenu sur le sport et le diabète. C'est pas simple à trouver. Alors tu trouves du contenu, c'est-à-dire qu'on te dit que tu peux faire un footing, etc. Après voilà, mon objectif, moi, c'était pas de faire un footing, c'était de courir un marathon en 3 heures. Donc après, c'est un niveau qui est peut-être un peu plus important. Donc je cherchais du contenu sur avoir un niveau de performance intéressant et avoir le diabète de type 1. Je trouvais pas grand-chose. Donc un jour, ça m'a un peu énervé. Je suis allé créer ce compte Instagram en me disant je vais créer un compte, je vais témoigner et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont me suivre et avec qui je pourrais discuter et comprendre un peu tout ça. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai créé ce compte-là et assez rapidement, effectivement, j'ai pu échanger avec des personnes que j'ai rencontrées par la suite. J'ai aussi découvert l'association Type 1 Run Team, qui est l'association de coureurs diabétiques, dans laquelle il y a beaucoup d'échanges aussi sur toute la gestion pendant les courses. Et petit à petit, ce compte il s'est développé et j'ai eu beaucoup de retours très sympathiques, principalement au début de parents qui me disaient que ça leur donnait du courage pour leurs enfants. Ah oui. Et finalement, le fait de sentir que j'avais aussi peut-être ce pouvoir d'influence par rapport à ce que je faisais, ça m'a donné envie de continuer parce que je me suis dit surtout quand ça touche aux enfants, je me suis dit si tu peux motiver un enfant ou deux ou un parent ou deux, parce que c'était plutôt les parents que ça motive. Mais si ça peut les rassurer de voir qu'il y a des gens qui ont le diabète et qui font du sport, autant continuer à animer ce truc, ce compte Insta. Je suis pas un influenceur dans l'âme. J'ai souvent du mal à poster quelque chose ou à me mettre en avant. Non, mais je le fais parce que je pense que ça peut avoir une certaine forme d'utilité. Ah oui. Et c'est compliqué. En fait, ça donne en plus ce que tu montres, ça donne envie, franchement. Et puis on se dit c'est possible. Tu vois, c'est possible, c'est très important de dire si lui il le fait, pourquoi je pourrais pas le faire? Et tu parles des parents. Franchement, moi je connais des enfants dans ma région et qui ont compris que grâce au sport, ils pouvaient moins se piquer, moins montrer, être moins diabétiques en fait, et avoir moins de Une gestion plus simple, ouais. Voilà, une gestion plus simple, moins de contraintes, voilà. Et franchement, une fois qu'ils ont compris ça, ils ont tout compris, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Après, c'est toujours difficile d'afficher ça sur les réseaux sociaux parce que ça reste quand même un domaine médical. Donc t'as pas envie de faire de bêtises non plus dans ce que tu dis. Donc j'ai pas trop envie de donner de conseils. J'essaie plutôt d'insister sur le fait que je témoigne de ce que je fais moi. C'est ça. Avec mon propre corps. Mais que c'est pas forcément en copiant ce que je fais ou non, mais ça donne des idées, tu vois. Voilà, je pense qu'il faut, en fait, j'aime bien ouvrir des axes de réflexion. Et souvent, en plus, ces axes de réflexion, on vient en discuter avec moi et donc ça me fait réfléchir aussi. Et moi, j'apprends beaucoup, en fait. Je pense que j'apprends peut-être même plus des gens qui viennent discuter avec moi de ce que j'affiche. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et cette idée de randonnée ou de... Ouais, j'ai eu beaucoup de questions justement sur des gens qui avaient du mal à passer à l'action en étant tout seul. Donc pour le moment, c'est une idée que j'ai. Moi, comme je te le disais, organiser quelque chose, c'est ça? Ouais, ce serait peut-être même plusieurs choses pour tout type de niveau. Tu vois, je sais que il y a des gens qui ont peur de partir en bivouac et de dormir dans une tente. Donc c'est quelque chose que moi je fais assez régulièrement. Même tout seul, ça m'arrive, tu vois, de partir tout seul avec mon diabète, une tente et de dormir en montagne. Tu es pas tout seul avec ton diabète. Je suis pas tout seul, il y a les vaches aussi. Il y a les vaches et les moutons. Tu dis je pars tout seul avec mon diabète et ma tante. Exactement. C'est rigolo. Bon, on est 3 alors. C'est ça. Mon diabète et ma tante. Mais voilà. Et donc ça, je sais que moi, j'ai pas peur de tout ça en fait. Je me dis de toute façon, on trouve toujours une façon de gérer. Ça c'est génial. J'ai jamais eu, tu vois, je suis allé faire du kitesurf au milieu du Sahara, en Mauritanie, au milieu de la mer, à faire des grandes traversées, etc. Bon,
j'avais un coca sur le dos et je partais. Et de toute façon, je me dis, c'est en essayant qu'on comprend. Mon bilan personnel, voilà, encore une fois, je dis, faut pas le copier, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des moments difficiles, j'ai toujours réussi à trouver une solution ou à gérer, ou mon corps il a géré pour moi parce que il y a la saine survie et il lâche pas, exactement. Donc même dans des situations où j'étais sur l'eau, en hypo à 55 et qu'il fallait que je rentre sur la plage pour trouver une source de sucre dans un thé marocain ou quoi que ce soit, mon corps il a tenu jusqu'à ce que il puisse trouver sa source d'énergie. Donc voilà, moi je pense que le corps il a toujours tu vois, c'est, je dis toujours, le corps ne nous laisse pas mourir. Je pense. Alors après faut pas exagérer non plus. Voilà, faut pas pousser le vice, mais toi, je fais souvent la comparaison avec quelqu'un qui surfe et qui se fait manger la jambe par un requin. Il arrive toujours à trouver la force de rentrer à la plage de rentrer à la plage. Et en général, c'est quand il sait que les secours le prennent en charge qu'il tombe dans les pommes. C'est-à-dire que le corps, il a l'instinct de survie qui fait qu'à un moment donné, il va s'accrocher jusqu'à être en sécurité. Et voilà. Et je pense que souvent, on s'auto-limite. Et en fait, nos limites, elles sont beaucoup plus lointaines que celles qu'on imagine. Et donc, on peut s'autoriser beaucoup de choses. En fait, notre cerveau va nous bloquer très rapidement. Alors que corporellement, je pense que notre corps il peut aller très loin. Et c'est, moi j'aime bien ça, cette recherche justement c'est le sentiment de la limite réelle. Ouais. En fait, c'est non, c'est pas de la peur, parce qu'en fait, je suis persuadé que le corps il a des capacités impressionnantes, bien plus impressionnantes que celles qu'on imagine. Je suis persuadé qu'on a 95% de nos peurs qui sont infondées. Oui, voilà. Et donc, je pense que souvent, on a peur de quelque chose qui est pas une peur réelle, c'est plutôt une obsession qu'on va faire sur un risque potentiel. C'est ça. Mais tant qu'on n'est pas dans la situation, en fait, ça reste qu'il y a un risque potentiel. Exactement. C'est une obsession, ouais, de nos peurs éventuelles. Donc je me dis, en fait, moi, je suis un peu formaté comme ça depuis toujours. Donc je sais pas si c'est une chance ou pas. Mais j'ai jamais eu peur de passer à l'action sur plein de sujets. Et je me dis, s'il y a des gens qui ont un peu plus de mal à partir en montagne, faire de la rando, faire des bivouacs et des tours du Mont Blanc, ça peut être aussi l'occasion de... Écoute, en tout cas, on va te suivre sur faire en sorte que les gens se fassent. Pour pouvoir avoir l'info, quoi. Dès que tu organises ça, tu nous dis. J'ai réfléchi, mais oui, ça va. Je vais faire des propositions, je pense. Ah oui, moi j'attends ça. Hein. Donc toi, tu as la chance d'être dans un contexte un peu très favorable et puis avoir fait du sport, depuis longtemps, on va dire. Enfin, tout le monde n'est pas au même niveau. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ouais, moi j'en pense que, tu vois, je vois souvent passer sur les réseaux sociaux que on peut tous faire l'effort. Moi, je suis assez mesuré sur cette question-là parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans des milieux industriels où tu as beaucoup de classes ouvrières, en fait. Et souvent, la classe ouvrière, c'est des gens qui sont très contraints par leur productivité sur leur poste de travail, donc qui n'ont pas forcément le temps de quitter leur machine de production pour aller faire une petite marche à midi ou qui n'ont pas forcément non plus le choix de leur alimentation parce qu'en fait, c'est des gens qui sont payés au SMIC et qui finalement mangent avec leurs 4 enfants ce qu'ils peuvent se payer aussi, qui n'ont pas forcément le temps de préparer à manger le soir. Moi, j'avais dans mes équipes, tu vois, par exemple, des gens qui faisaient des métiers qui étaient très contraignants, très difficiles, et finalement, c'était des personnes, les seules personnes qui acceptaient de faire ces métiers-là, c'était des personnes qui étaient vraiment en galère personnelle, qui étaient veufs ou veuves, et qui finalement cherchaient de l'argent pour pouvoir nourrir leurs enfants parce qu'ils avaient elles avaient 4 enfants et qu'il fallait s'en occuper. Donc je pense qu'en fonction du contexte personnel, de ta vie, de ton éducation, de ton niveau social, on n'est pas tous égaux face à notre capacité à mettre en place des démarches pour gérer le diabète. Donc moi je pense il y a des gens qui ont plus de chance, des gens qui en ont un petit peu moins. Donc je suis pas dans je pense qu'il faut que chacun arrive à faire ce qu'il arrive à faire. Je pense qu'il faut pas être dans la culpabilisation, de pas en faire autant qu'un autre, ou faut trouver son rythme. Donc forcément qu'on sait que le sport c'est bon pour la santé, que c'est bon pour la gestion du diabète, mais je pense qu'on n'a pas tous le temps de mettre en place certaines démarches. Donc ouais, c'est toujours difficile, tu vois, de conseiller ces choses-là. Et c'est sûr que si on peut monter 2 étages à pied plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est toujours ça de prix. Donc je dirais qu'il faut essayer de prendre ce qu'on peut prendre
mais que forcément, quand on a été dans une famille où on n'a pas eu l'habitude de faire du sport, on a été dans une famille où on n'a pas appris l'alimentation. Tu vois, moi, ma maman était prof de cuisine, donc depuis très jeune, je sais comment fonctionnent les équilibres alimentaires. Ouais, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est compliqué à apprendre, hein. C'est pas simple, hein. Moi, je suis très nul en orthographe, je fais des fautes d'orthographe, et j'ai beau essayer d'apprendre de lire des livres, et ben, je fais toujours des fautes d'orthographe. Donc, je pense qu'on a tous des capacités qui sont pas les mêmes. Ouais. Moi, je suis nul en français, je suis nul en orthographe, je suis bon en sciences, c'est comme ça. Et ben, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être meilleures aussi en orthographe et qui ont plus de difficultés pour comprendre certains concepts scientifiques, et c'est comme ça, et c'est pas grave, hein. Chacun son niveau, chacun sa compétence et chacun ses qualités. Et je pense qu'on est tous le reflet de nos propres qualités, on en a tous, mais qui sont différentes. Tout à fait. Puis l'activité physique, elle peut se faire en faisant le ménage, en allant dans le jardin, comme tu dis, en montant les escaliers, en allant acheter le pain à pied. Enfin voilà. Exactement. Il y a plein de choses qu'on peut trouver, ou bien se lever un petit peu plus tôt pour faire un quart d'heure ou 20 minutes de sport à la maison le matin avant de s'en aller travailler. Après c'est une question de motivation aussi. Ouais, mais et c'est peut-être une question. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Je reprends l'exemple des personnes là, qui travaillaient dans mes équipes à l'époque, qui faisaient de boulot parfois parce que leur premier boulot leur permettait pas de nourrir la totalité de leurs enfants, et qui du coup après une journée de production allaient faire le ménage dans un hôtel, et puis qui rentraient à 23h, minuit, et puis le matin se lever à 5h du matin pour pouvoir commencer à s'occuper de leurs enfants. Faire à manger, les amener à l'école. Je pense qu'on n'a pas, et je pense qu'en fait ces gens-là, il y en a beaucoup. J'en suis persuadé, parce que tu vois, dans l'industrie, 80% de la population, on va dire 70% de la population, c'est une population ouvrière, sans dénigrer sans dénigrer les professions, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur des standards téléphoniques. Quand tu es sur un standard téléphonique, ben on t'appelle, il faut répondre. Hein. Tu dois être devant ton poste, t'as des pauses, mais je pense que oui, effectivement, il y a de la motivation. Par contre, la motivation, elle vient aussi de ton éducation. C'est-à-dire que c'est plus simple de se motiver quand tu as été éduqué d'une certaine façon. Donc, tu as beaucoup de choses qui te définissent. Ton histoire te définit beaucoup, ton environnement te définit beaucoup. Et souvent, quand on veut changer, il faut aussi apprendre à changer son environnement. Et parce qu'on est le fruit de notre environnement, et souvent, changer son environnement, c'est compliqué. Oui. Moi, j'ai réussi à changer mon environnement. Tu vois, j'ai quitté mon travail, j'ai déménagé, etc. J'ai pris ces décisions-là. Et j'ai aussi la chance de pouvoir les prendre parce que peut-être que j'avais moins de problèmes d'argent à ce moment-là, et que du coup, c'était plus confortable pour moi aussi de le faire. Peut-être que j'ai une éducation qui fait que j'ai moins peur. Je suis plus à même de prendre des décisions brillantes pour certains. Je pense que tout ça, il y a plein de facteurs. C'est propre à chacun. Ouais, il y a plein de facteurs. Et c'est très compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut, moi, je donne peu de conseils. Je pense que chaque personne est différente, et qu'après, peut-être qu'en rentrant dans des cas particuliers, tu arrives à trouver des clés et des solutions. Oui, puis il y a des fois, pas toujours évident. Clics, mais bon, c'est très dur, hein. C'est pas de. Exactement. C'est très dur. Comme le diabète, je pense que ça te génère pas forcément le même déclic pour tout le monde. Donc, on est plein de diabétiques, et ben, le jour où le diabète est arrivé, on n'a pas tous eu les mêmes déclics. Je pense que c'était aussi associé à notre environnement social. C'est-à-dire que moi, le déclic, ça a été de dire, ben tiens, c'est rigolo, il m'arrive 2 ans après que j'ai quitté mon boulot, que je sois dans une transition professionnelle, que j'ai du temps. Donc, c'est le moment pour que je mette en place des choses différentes. Donc, moi, mon déclic, il a été associé à mon histoire, en fait. Par contre, quelqu'un qui déclenche le diabète alors qu'il est en pleine procédure de divorce, qu'il est au chômage et que je ne sais pas quoi, oui, c'est pas il va avoir une assimilation du diabète qui va être totalement différente, parce que ça va venir s'ajouter à un bagage qui est déjà lourd. Et voilà, je pense que la vie, elle est faite de situations et de ce qui nous arrive dans ces situations-là. Et le tout, c'est de pas culpabiliser, de prendre ce qui est à prendre. Exactement. Voilà, on fait avec les moyens qu'on a, c'est sûr, hein, tout le monde n'est pas, on n'est pas égaux, hein, face à la maladie, hein. Bah ouais, et puis la vie est difficile, hein, je pense que la vie elle est difficile, hein. Je pense que ça, c'est une vérité. Par contre, je pense que c'est notre faculté à
à avancer dans cette vie qui peut-être fait que certaines personnes soient différentes que d'autres, mais la vie elle est difficile pour tout le monde et on n'a pas tous les mêmes facultés, je pense, à positiver dans certaines situations ou à se prendre en main et je pense qu'il faut pas culpabiliser quelle que soit notre situation. Faut accepter aussi que après on a de la chance, si je puis dire, d'avoir une belle communauté de gens qui s'entraident comme on essaye de le faire aujourd'hui, dans le sens où on essaye de positiver quand même, hein, et de montrer que de toute manière il y a plein de possibilités. Voilà. C'est ça. Et je pense qu'il y a plein de gens différents justement sur la communauté qui n'ont pas forcément tous les mêmes idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, je pense qu'il y a une richesse d'exemples différents. Et comme nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est tous différents, ça nous permet aussi peut-être de se rapprocher plutôt d'une personne que d'une autre et de voir un peu les méthodes qui nous vont personnellement. Et je pense que c'est une richesse, la différence, et peut-être parfois d'avoir des idées un peu qui sont pas les mêmes. Et même si on est en désaccord, il en faut pour tout le monde. Tout à fait. C'est ça qui est bien, ouais. C'est clair. C'est tout à fait ça. Ça aide tellement un autre diabétique comprend tellement vite. En tout cas, si on peut aller, un petit conseil, c'est de se rapprocher, voilà, entre diabétiques, de personnes bienveillantes, surtout. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est important, ça, ouais. Je pense que l'entourage, moi, très rapidement, il a fallu que je rencontre des gens qui avaient le diabète parce que ça m'a permis aussi de me sentir compris. Et je pense que souvent, si on cherche pas à se sentir compris, on est frustré dans son coin et ça, par contre, ça peut être un peu néfaste, je pense, pour la gestion. Il faut être entouré de gens qui arrivent à nous comprendre et, comme tu le dis, de gens bienveillants. Oui. Puis d'apprendre. Et de ne pas avoir de jugement. Oui. C'est ça. Et d'apprendre notre maladie. Parce qu'en fait, elle est tellement immense. Oh. Il y a tellement de choses. Moi, ça, j'ai laissé tomber, tu vois. Oui. Moi, je cherche plus à ce que les gens qui n'ont pas le diabète me comprennent. Non, mais comprennent ma maladie. Que nous, on apprenne notre maladie. Voilà. Ah oui, ça c'est essentiel, C'est ça. Comprendre notre maladie, comprendre le fonctionnement de notre corps et tout ça, je pense que ça nous permet aussi parfois. Et puis, on apprend beaucoup de choses, hein. C'est incroyable. Ah, mais c'est génial, hein. Quand t'aimes la science, quand t'aimes le métabolisme, quand t'aimes le sport, t'as plein de trucs à apprendre. Donc, c'est ça, c'est la communauté, voir d'autres diabétiques et apprendre sa maladie. Et comme ça, normalement, la gestion se fait mieux. Ouais, se fait mieux. Enfin, je pense qu'il faut surtout faire de son mieux en fonction de ce qu'on peut faire. Tu vois, moi, la conclusion, c'est chacun à son niveau, essaye de faire ce qu'il peut faire. Et puis, voilà. Après, moi, mon conseil, si j'avais un conseil, hein, c'est qu'on devrait tous faire du sport et avoir une hygiène de vie. Et pas pour le diabète, hein. Et aussi parce que la vie, même d'un non-diabétique, nécessiterait qu'on soit tous dans un rythme où on fait un peu plus d'activité. Il y a les JO qui arrivent, là on en parle beaucoup, mais l'activité physique, c'est super important, et l'hygiène alimentaire aussi, et le sommeil aussi. Enfin, tu vois, quand on parle de sport, on dit souvent l'entraînement, ça vient en 4e. Si déjà tu dors bien, tu manges bien, et tu prends soin de ton corps, t'as déjà fait une grande partie de ton entraînement sportif. Et nous pouvons te trouver donc sur ton compte Instagram. DTA Runner, ouais. Que je mettrai dans les notes du podcast. Bah, super. Voilà, pour qu'on puisse te suivre. Benoît, je te remercie sincèrement pour ce partage passionnant et qui, j'espère, aidera la communauté à voir l'activité physique sur son meilleur angle. Au revoir à toutes et à tous et prenez bien soin de vous. Eh bien, écoute, merci Nathalie de m'avoir reçu. C'était très sympa comme échange et au revoir à tous aussi et prenez soin de vous. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.